Un médecin écrit frénétiquement dans son journal « Il est presque impossible de croire que tout ce qui s'est passé s'est déroulé en si peu de temps. » Tout a commencé il y a 3 jours. C'était juste un jour comme les autres dans les mines. Un ouvrier forait dans une veine de charbon quand un problème survint avec la foreuse. D'après ce que j'ai compris, il semble que le forage ait explosé à cause d'un défaut mécanique projetant des éclats de métal dans tout le tunnel. L'ouvrier a eu de la chance qu'aucun gros morceau ne l'ait touché, car cela aurait sûrement été fatal. Il avait été touché par un éclat du forêt endommagé, laissant une profonde entaille sur son bras. D'autres mineurs qui travaillaient à proximité ont entendu le vacarme et sont rapidement venus lui porter secours. Ils lui ont posé un garrot pour arrêter l'écoulement du sang et l'ont aidé à rejoindre l'ascenseur du puits de mine pour la longue remontée vers la surface. Une fois qu'ils ont atteint la sécurité de la lumière du jour, ils ont amené l'homme blessé à la clinique médicale sur place où j'étais de service à ce moment-là. J'ai nettoyé la plaie pour retirer la poussière de charbon, puis je l'ai suturé et bandé. Le mineur a été envoyé à son dortoir pour se rétablir et je pensais que cela en resterait là. Bien sûr, ce n'était que le début. Environ 24 heures plus tard, le même mineur s'est présenté à moi une fois de plus. Je lui ai demandé comment allait sa blessure et il m'a expliqué que même si son bras allait bien, il avait maintenant l'impression de tomber malade. Ses symptômes étaient un nez qui coule, une toux et des courbatures, donc j'ai pensé qu'il avait simplement attrapé un rhume en même temps que sa blessure au travail. Je l'ai renvoyé à sa couchette, lui disant de profiter de la journée pour se reposer et récupérer. Le lendemain, j'étais à la clinique quand mon téléphone a sonné. Ce n'était pas le mineur malade, mais son superviseur. Le mineur était absent ce matin-là et il m'a demandé d'aller le voir car il savait qu'il ne se sentait pas bien. J'ai reconnu qu'il était étrange qu'aucun de nous n'ait eu de nouvelles du mineur et je suis allé le voir immédiatement. Je suis entré dans le dortoir où logent de nombreux ouvriers travaillant sur ce site minier isolé. Il était vide, sauf le mineur blessé toujours alité. En m'approchant, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. L'homme, recroquevillé en position fétale, transpirait abondamment tout en grelottant. En touchant vite son front, j'ai vu que l'homme avait une forte fièvre. Il était presque incohérent, délirant à cause de sa forte fièvre. J'ai placé le mineur sur le lit vide de la clinique pour mieux l'observer et le soigner avec précaution, pensant qu'il avait la grippe et voulant éviter une épidémie dans la mine. Je m'apprêtais à donner des liquides au mineur qui marmonnait encore quand j'ai remarqué quelque chose sur son visage. Il semblait qu'il pleurait, mais les larmes qui coulaient sur ses joues n'étaient pas faites d'eau, c'était du sang. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Il n'y avait aucune raison pour que la grippe fasse pleurer cet homme des larmes de sang. Je voyais les veines de son front pulser, comme si sa tension avait soudain explosé. En me penchant pour mieux voir, il s'est passé quelque chose d'horrible. Le mineur a brusquement ouvert la bouche et craché un important jet de sang. Le jet de sang m'a frappé en plein visage et m'a fait reculer de peur, tandis que l'homme continuait à expulser de plus en plus de sang de sa bouche qui a rapidement recouvert les murs de la clinique. Après avoir perdu apparemment tout son sang, l'homme s'est affaissé. J'ai tenté de le réanimer, mais étrangement, il n'y en avait pas besoin. L'homme était dans le coma, mais il était vivant. J'étais là debout, au milieu de la clinique, au-dessus de l'homme, lui, moi, ainsi que la pièce entièrement couverte de sang. C'était l'une des pires expériences de ma carrière de médecin. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, cela allait encore empirer. Sous le choc de l'événement, j'ai entendu la porte de la clinique s'ouvrir derrière moi. Je me suis retourné et aperçu 6 autres mineurs du site, toussant, transpirant et grelottants. L'un pressait un chiffon rouge sur son oreille, l'autre tentait de stopper le sang de son nez. Ce qui avait infecté le premier patient n'était pas un cas isolé, mais ressemblait à une épidémie. Je savais que j'étais complètement dépassé par la situation. J'étais médecin généraliste, pas spécialiste des maladies infectieuses, alors j'ai appelé le centre de contrôle des maladies pour leurs conseils. On m'a demandé d'isoler les malades du mieux possible, en attendant une équipe spécialisée mieux équipée pour gérer les épidémies. En attendant le centre de contrôle des maladies, j'ai commencé à déplacer les hommes malades vers un dortoir prévu pour la quarantaine. Plusieurs autres ont également commencé à expulser de grandes quantités de sang, mais contrairement au premier patient, aucun des autres n'a survécu à cet événement traumatisant.
En installant le dernier homme infecté, j'ai remarqué quelque chose. Une grande chaleur émanait du bas de son corps et, en retirant les couvertures, j'ai découvert quelque chose qui, malgré tous ces événements étranges, je n'arrivais toujours pas à y croire. Il y avait de grosses bosses qui poussaient sur ses jambes. Chacune semblait remplie d'un genre de liquide ou de gaz et elles étaient extrêmement chaudes au toucher, comme si les produits chimiques à l'intérieur des bosses produisaient une source de chaleur. En examinant ces excroissances étranges, j'ai soudain vu que l'homme n'était plus en délire. Un regard fou a envahi ses yeux. Il a brusquement sauté du lit, gesticulant et me griffant comme s'il voulait me tuer. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à repousser l'homme et à m'enfuir de la cabane. Il s'est lancé à ma poursuite cependant, et n'ayant pas d'autre choix, j'ai couru vers un abri de stockage tout proche. L'homme frappait et griffait la porte, mais j'ai réussi à la barricader en traînant une étagère lourde devant. Après plusieurs minutes à essayer de forcer l'entrée, il a finalement abandonné et est parti, et je suis resté ici. J'ai trop peur de ressortir. Si la maladie ne me tue pas, ce en quoi elle change les gens le fera. Je ne peux qu'attendre l'équipe du Centre de contrôle des maladies et espérer qu'ils sauront gérer la situation. Le docteur referme son petit carnet et remarque qu'une goutte de quelque chose tombe sur la couverture. Il s'essuie la bouche. Sa main revient ensanglantée. Ni le médecin ni l'équipe du Centre de contrôle des maladies n'ont su identifier la maladie qui s'était vite propagée parmi les ouvriers de la mine. Non, ce n'est que lorsque la Fondation SCP a découvert cette mystérieuse épidémie que quelqu'un a pu comprendre ce qui se passait avec ce qui deviendrait SCP-016, aussi appelé micro-organisme sentient. SCP-016 est un agent pathogène sanguin découvert après la blessure d'un ouvrier dans une mine isolée lors du forage d'une veine de charbon souterraine. On pense que de la poussière de charbon, contenant possiblement des spores futures, de SCP-016 est entrée dans la blessure. Les jours suivants, tous les employés de la mine, ainsi que l'équipe de crise du Centre de contrôle des maladies venus enquêter, ont été infectés par cet agent pathogène inconnu. Le Centre de contrôle des maladies n'ayant pu gérer la maladie, la Fondation SCP a pris le contrôle du site et éliminé rapidement le personnel affecté pour stopper la propagation. La première personne infectée, le patient 0, a été placé en détention par la Fondation pour des investigations supplémentaires et le puits de mine a été effondré à l'aide d'un dispositif explosif afin de le sceller. Après avoir étudié le patient 0, la Fondation a beaucoup appris sur la nature de ce cas. Ils ont découvert que le SCP-016 a une période d'incubation très variable de 24 heures à 2 ans selon le nombre d'autres hôtes humains potentiels proches. Une fois que les symptômes commencent à apparaître chez un individu, ils ressemblent d'abord beaucoup à ceux d'un simple rhume. Ils peuvent inclure la toux, un nez qui coule, des yeux qui démangent et des courbatures. Environ 48 heures après les premiers symptômes, la personne développe une fièvre hémorragique proche de celle du virus Ebola, causant de légers saignements pulmonaires. Cela provoque l'aspiration du sang infecté, sans doute pour mieux se diffuser dans l'air. La troisième phase de la maladie conduit l'hôte à s'effondrer et à se vider de son sang, car il commence à saigner abondamment par plusieurs orifices du corps, y compris le nez, les canaux lacrymaux, la bouche et même à travers les pores de sa peau. Leur tension artérielle grimpe fortement durant cette phase finale, certains ayant vomi du sang jusqu'à 5 mètres. Fait étrange, bien que la plupart meurent de cet événement traumatisant, cette exsanguination presque totale ne conduit pas toujours à la mort. Parfois, après avoir retiré presque tout son sang, le patient survit et l'agent pathogène dans son corps retourne en phase dormante puis recommence finalement le processus. Mais SCP-016 n'est pas qu'une maladie sanguine rapide et mortelle comme vous le verrez. En étudiant la maladie, les chercheurs de la Fondation ont découvert une caractéristique étrange, la différenciant d'autres fièvres hémorragiques comme Ebola et Marburg. Ce qu'ils ont découvert, c'est que lorsqu'une personne infectée par SCP-016 est placée dans une situation de stress intense, comme lorsque sa vie est menacée, SCP-016 cesse de se reproduire rapidement dans le corps de son hôte pour commencer à réécrire l'acide désoxyribonucléique même de son hôte.
Cette manipulation génétique, combinée à la stimulation d'une division cellulaire rapide, entraîne chez l'hôte des changements physiologiques majeurs, et cela en un laps de temps extrêmement court. En 24 heures, l'hôte peut présenter des changements physiques et une reconstruction complète du corps peut survenir en moins de 2 semaines. La plupart des hôtes qui commencent à subir des changements physiques ne survivront pas au processus. La transformation soumet le corps à une telle pression que les survivants en ressortent de profondément changés au-delà du physique. Ils présenteront des comportements hyper-agressifs, similaires à ceux des personnes infectées par la rage. On pense que le pathogène induirait ce comportement pour mieux propager le virus. La Fondation, constatant les effets de transformation de SCP-016, a aussitôt mené diverses expériences sur le personnel de classe D pour en saisir pleinement la portée. Lors du premier test, un membre du personnel classe D infecté par SCP-016 a vu sa cellule lentement inondée dès l'apparition des symptômes pour simuler une situation vitale et déclencher la transformation. Au cours des 24 heures suivantes, les chercheurs ont observé que le sujet semblait développer des branchies, ce qui lui permettrait de survivre dans la cellule désormais remplie d'eau. Cependant, les transformations ont continué. Durant les 2 semaines suivantes, le sujet a vu ses membres devenir des nageoires, sa vue baisser et son ouïe s'améliorer, développant une écholocation similaire à celle des baleines et dauphins. L'expérience a été conclue en retirant toute l'eau de la cellule, ce qui a entraîné la mort du sujet par asphyxie, car il ne pouvait plus respirer à l'air libre. Une expérience similaire a été réalisée sur un autre membre de la classe D. Mais cette fois, au lieu d'acquérir des propriétés d'animaux aquatiques, le membre de la classe D a connu une croissance musculaire rapide et ses articulations ont développé des excroissances osseuses. Il a essayé d'utiliser ces 2 caractéristiques pour briser la porte de sa cellule inondée, mais n'a pas percé l'acier renforcé et est vite mort noyé. La Fondation savait désormais que le virus pouvait réagir de différentes manières face à la même situation. Lors de la 3e expérience, le D-classe infecté a tenté de s'échapper d'une manière totalement différente. Le sujet a vu apparaître une énorme excroissance sur sa poitrine, qui semblait alimentée par 2 tubes de chair distincts, eux aussi issus du corps du sujet. Par crainte des intentions du sujet, la Fondation a arrêté l'expérience et l'a éliminée. L'autopsie a montré que l'excroissance était une chambre creuse alimentée par des tubes d'oxygène et d'acétylène dont le mélange en grande quantité pouvait causer une forte combustion. En somme, SCP-016 faisait du sujet une bombe vivante. Après les tests sans cellules inondées, les chercheurs ont placé un D-classe dans une pièce calme, lui demandant de se concentrer sur la croissance d'ailes. SCP-016 a suivi son processus habituel sans raison apparente et le sujet est mort d'une perte de sang sans autre changement. Lors du test final, un D-classe a été placé dans une boîte en acrylique suspendue au-dessus d'un puits de mine, avec un minuteur indiquant quand le fond s'ouvrirait pour le faire tomber dans le puits de 300 mètres et d'ITACL. Ce D-classe a aussi reçu l'ordre de développer des ailes pour survivre à la chute. Le sujet a commencé à se transformer au cours des 24 heures suivantes, mais au lieu de développer des ailes, il a plutôt développé une sorte d'appendice tentaculaire sur son bras, capable de produire de la soie semblable à celle d'une glande séricigène d'araignée. Ils ont utilisé l'organe de soie pour s'attacher à la boîte, montrant que les sujets ne semblaient pas contrôler comment SCP-016 modifiait leur corps. L'expérience a pris fin quand le minuteur est arrivé à 0 et que la bombe a explosé comme prévu. Après ce test, les échantillons de SCP-016 ont été confinés. Leur accès à des fins expérimentales nécessite une autorisation préalable du personnel de niveau 4 ou O5 et une documentation complète de l'expérience. Le non-respect de l'une de ces procédures entraînera la réaffectation du personnel fautif à des fonctions de classe D ou son élimination. SCP-016, classé Keter, est conservé dans une boîte de pétri sous confinement extrême, dans une pièce de 5 mètres de côté où la température reste toujours sous 0 degrés Celsius. Si SCP-016 se propage, éliminez immédiatement tout personnel infecté. Si l'infection n'est pas contenue sous 48 heures, déclenchez le dispositif nucléaire avant l'évacuation du reste du personnel. Même si les procédures de confinement paraissent dures, face à des agents pathogènes aussi dangereux que SCP-016, aucun risque n'est permis. Découvrez l'entrée du Dr Bob sur SCP-150, le parasite voleur de corps,
pour voir un autre SCP capable de s'introduire et d'agir de façon effrayante dans votre corps. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer alors que nous explorons toujours plus les archives secrètes de la Fondation SCP.